Bienvenue dans Cap Leader, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui innovent, transforment et font rayonner nos territoires. Je suis Stéphane, votre animateur, et aujourd'hui on reçoit un dirigeant multicasquette, un entrepreneur qui ne se contente pas d'ouvrir des lieux, il crée des espaces de transformation. Il est à la tête de 3 entreprises, une franchise fitness boutique, basée à Osny, magasin référent dans le conseil et le matériel sportif, Helio Fitness, un centre de santé sportif nouvelle génération, et Comind Lab, un lieu dédié à l'intelligence collective. Il incarne une vision rare, celle d'un leadership ancré dans l'humain, la performance et l'impact social. Frédéric est avec nous pour partager son parcours, ses convictions, ses innovations et sa vision du leadership de demain. Bienvenue dans Cap Leader, Frédéric. Merci Stéphane. Donc, pour tout vous dire, moi je connais Frédéric depuis de très nombreuses années. J'ai pu bénéficier de ses services en tant que coach sportif il y a très longtemps et l'observer en tant que dirigeant. Et j'ai appris beaucoup de choses parce que moi-même à l'époque j'étais dirigeant d'une société. On a collaboré et j'ai surtout écouté ses différents conseils sur la gestion d'une entreprise. C'était passionnant. Frédéric, ce que je te propose, c'est qu'on va parler dans un premier temps de ton parcours de leader. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quel a été le déclic qui t'a amené sur la voie entrepreneuriale. Ouais. Je pense que depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé faire les choses par moi-même. Et c'est peut-être tout bête, mais quand je jouais au foot, quand j'étais gamin, j'étais le capitaine de l'équipe. J'étais celui qui voulait trouver des solutions pour les copains. J'étais celui qui voulait plus gagner peut-être, ou qui assistait le coach. Donc j'ai toujours eu un peu cette envie de prendre les rênes, de prendre les choses en main quand la situation ne me plaisait pas en fait. Leader naturel. Ouais, je sais pas si envie de prendre des responsabilités très tôt. Ouais. Puis surtout, envie d'avoir de l'impact dans mon environnement. Ah oui, ok. Et est-ce que tu as eu des expériences de salarié ? Ouais, bien sûr, complètement. Ouais. Okay. Ouais, j'ai commencé très tôt. Hein, quand j'étais au lycée, je commençais à travailler à côté. Peut-être un peu comme tout le monde, le job étudiant chez McDo, Carrefour, Decathlon. Et quel a été le moment charnière où tu t'es dit, ok, j'arrête de faire, je dirige pour faire. Très bonne question. En fait, je vais reprendre un petit peu peut-être ma vie d'adolescent, mais très jeune, j'ai mis en place des projets. Donc, comme je te le disais, j'ai toujours eu envie de faire les choses quand je n'avais pas dans mon environnement ce que je trouvais. Et donc, j'ai commencé à entreprendre parfois sur des projets qui étaient peut-être plus des projets associatifs. J'étais au lycée, j'adorais le hip-hop, le break. Et dans l'établissement où j'étais, il y avait pas de cours de hip-hop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une asso et on donnait des cours de hip-hop. Après, c'est la même chose. Donc, moi, j'ai grandi sur Cergy, du côté de Vauréal. Et quand on voulait danser, il n'y avait pas d'espace pour pouvoir danser. Donc, en fait, il fallait faire une démarche avec la mairie, avec les animateurs, pour obtenir un créneau sur le créneau du foot. Oui. Bon, à l'époque, je jouais aussi au foot, mais et on avait un créneau pour pouvoir faire nos cours de danse. Oui, c'était aussi une volonté de répondre à une demande, j'imagine. Oui, exactement. Il n'y avait pas d'offre encore dédiée à cette demande qui était de danser, de chanter peut-être aussi, parce que le hip-hop, c'est vraiment culturellement, ça englobe beaucoup de choses. Il y avait tout, il y avait des DJ, il y avait des rappeurs, il y avait un peu de tout. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de réponse comme ça dans notre environnement. Et moi, quand je me suis rendu compte qu'en fait, quand on voulait quelque chose, on pouvait l'obtenir si on se mettait à travailler ou si on essayait de trouver les ressources pour y arriver, je pense qu'après, c'est devenu peut-être naturel chez moi de me dire, ça n'existe pas, ok, vas-y, crée en fait. Ça, est-ce que c'est une conviction que tu as nourrie du coup au fil des années ? Est-ce que à l'époque, tu avais une conviction que tu n'as pas aujourd'hui ?
et que tu as nourri au fil du temps. Tu te dis, si je veux quelque chose, je dois le créer par moi-même. Ouais, complètement. Je pense que euh, quand on est gamin, on va à l'école et on s'imagine que le savoir, la connaissance, elle est détenue par l'enseignant et que nous, on va écouter et qu'en fait, il faut être attentif à tout ça et qu'il y a un système qui est déjà en place et qu'on doit respecter les règles pour que ça fonctionne bien. Et en fait, quand une fois, tu arrives à te dire, bah non, en fait, tu as créé toi-même tes propres règles, un propre environnement, et tu dis, bah en fait, que tu peux le refaire, c'est vrai que très jeune, moi, je pensais pas forcément comme ça. Quand tu disais quand est-ce qu'est venue l'envie d'entreprendre, moi, j'étais jeune, je voulais être prof de PS. Mais quand j'ai compris que je pouvais créer des choses, bah, je me suis dit, bah, autant créer ma propre structure du sport. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venu après mon idée. Mais c'est vrai qu'au début, on se dit, bah, qu'est-ce qui existe et comment moi, je peux m'insérer dans ce qui existe. Et à force de créer des petites choses, bah, une association, un événement, une sortie, et ben en fait, on se dit, bah non, en fait, on est capable de le faire par nous-mêmes. Et un peu comme on a envie de le créer. Enfin, bien sûr, en respectant les règles. Les règles, oui, j'imagine. Tout en utilisant aussi, c'est ce que disait Jim Rohn, c'est l'important, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. Et je pense que l'enseignement classique qu'on a reçu, toi et moi, parce que j'ai aussi été à l'école publique, c'est qu'est-ce que je fais de cet enseignement-là ? Comment je, peut-être, l'optimise, je le trie, je fais une purge dans cet enseignement, dans cette connaissance qu'on veut me transmettre. Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que je résonne avec ? Et en fonction de cette résonance, effectivement, OK, maintenant, qu'est-ce que je crée par moi-même pour venir optimiser, booster, je ne sais pas quel est le bon terme, mais effectivement, savoir s'en inspirer. Mon message, c'est que l'enseignement est utile. Indispensable, parce qu'il pose une base fondamentale sur de la connaissance, voilà, ne serait-ce que de savoir compter et savoir lire, c'est le b.a.-ba, je pense. Et à partir de là, de ces enseignements, qu'est-ce que j'en tire, comment je les développe, comment je les optimise, ou comment juste je les utilise pas parce que ça résonne pas avec moi à un moment donné ou à un autre. Ça me rappelle la lecture de l'autobiographie de Steve Jobs, qui, pour garder sa bourse d'études, et pour rester dans l'université où il était, il a été contraint de prendre un cours de calligraphie. Ok. Aucune projection sur la calligraphie, il dit, ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire. Moi, je veux faire de la donnée, je veux faire de la data, je veux faire du dev, de la programmation, des choses comme ça. Néanmoins, il disait plus tard, il dit, chaque chose qui vous arrive dans la vie, à un moment donné, plus tard, va vous resservir. Et il dit, c'est ce cours de calligraphie où j'ai appris à peindre, à dessiner, à faire des belles formes. Un sens de l'esthétisme. Un sens de l'esthétisme, exactement, m'a permis de travailler sur les designs d'Apple. Ouais. Comme quoi, et c'est un message pour tout le monde, je pense, et pour les plus jeunes qui nous écoutent, s'il y a une population assez jeune d'entrepreneurs qui nous écoutent, chaque apprentissage, on peut en tirer quelque chose de puissant, si ce n'est qu'on sache comment l'utiliser par ailleurs. Bah, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, mon passage entre le lycée et l'université, justement, j'ai eu une petite année de transition où j'ai travaillé et j'ai pas repris tout de suite mes études. Mais quand j'ai repris mes études, je les ai repris vraiment en conscience de ce qu'allaient m'apporter les matières. Et j'y allais avec l'envie d'apprendre parce que j'avais déjà un pied dans l'entreprise. Et en fait, quand j'allais en droit ou quand j'allais en compta, et ben, en fait, j'y allais vraiment pour apprendre des connaissances qui allaient me servir par la suite. Et pour moi, un peu de la même manière que l'expérience du gérant d'Apple, Steve Jobs, ouais. que tu as partagé, moi, à la fac, j'y allais vraiment pas de manière passive, en fait. J'y allais vraiment en écoutant attentivement les cours parce que j'y allais pour apprendre quelque chose qui allait me servir. Ouais. J'étais vraiment déjà dans mon projet, en fait. Ok. Est-ce que déjà à cette époque, tu avais une vision à peu près claire de ce que tu voulais faire en ciblant justement ces matières ? Ouais. Bah, en fait, déjà au lycée, collège-lycée, je savais que je voulais travailler dans le domaine du sport. C'était sûr et certain. Ma première vision, c'était d'être prof de PS parce que j'adorais l'activité physique. Pour moi, c'était à la fois la pratique du sport, mais c'était aussi au sens éducatif ou social. Pour moi, c'est ce qui m'a mis, on va dire, un cadre de vie, d'hygiène, socialement, respect des règles, voilà.
Le sport est très cadrant et structurant pour ça, oui, complètement. Complètement, ouais. Et même de savoir-être. Quand je suis arrivé à la fac, comme entre les deux, entre le lycée et la fac, j'ai eu des expériences professionnelles, j'ai commencé aussi à travailler dans le domaine du sport. Et là, tout de suite, en fait, ça a changé ma vision je voulais être salarié, je veux entreprendre et créer quelque chose. Donc quand je suis parti à la fac, j'avais déjà la certitude que j'allais ouvrir une entreprise. J'y allais vraiment dans l'ambition d'ouvrir une entreprise. Il n'y avait pas de doute. Okay. Aujourd'hui, considérons que tu as atteint un certain niveau d'accomplissement. Okay. Quel est l'apprentissage sur le leadership que tu aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt, mais que les années t'ont permis d'apprendre aujourd'hui? Wow. Je dirais vraiment ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'école, c'est-à-dire qu'on nous donne un enseignement et qu'on nous dit voilà, ça fonctionne comme ça, de comprendre plus rapidement que ok, ça fonctionne comme ça, mais tu as aussi la possibilité de faire autrement. Et en fait, le champ des possibles, en fait, vraiment de se dire que garder un esprit critique. Ouais. Complètement. Parce que c'est vrai que on va à l'école en recevant une information, en recevant un enseignement. Et on la challenge pas. Voilà, et pas en étant actif, pas en étant nous-mêmes. Ce que je disais, transition entre le lycée et l'université. Quand je suis arrivé à l'université, moi j'avais déjà lu plusieurs bouquins d'anatomie, plusieurs bouquins de physio, de préparation mentale, sur plusieurs aspects, parce que j'étais déjà très intéressé. Et j'y allais pour challenger mes connaissances et pour les améliorer. Donc j'y allais pas du tout avec la même vision. Et ça fait que l'apprentissage a été beaucoup plus agréable et pour moi, beaucoup plus pertinent. Oui. Est-ce que tu penses que c'est le propre d'un leader aujourd'hui d'être capable de remettre en question, enfin du moins remettre en perspective la connaissance? Oui, bien sûr. En fait, si on n'est pas proactif, on ne peut pas être un leader. On doit constamment penser à d'autres solutions, d'autres manières de fonctionner, même si celle qu'on fait, elle fonctionne très bien, mais on doit constamment la challenger et savoir si elle est vraiment la plus pertinente. La plus pertinente. Ok, ça me parle, ça résonne chez moi. Très bien, écoute, je te propose, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en parlant de tes différentes entreprises. La première, et corrige-moi si c'est pas le bon terme, tu es franchisé d'un commerce qui est expert en matériel sportif et complément nutritionnel qui s'appelle Fitness Boutique. Ouais. Est-ce bien le cas? Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. C'est ça. Ouais. Okay. J'ai 3 points de vente Fitness Boutique. Okay. Pourquoi avoir choisi la franchise et pourquoi Fitness Boutique? Donc toujours le domaine du sport. À la fin de mon cursus universitaire, je suis parti 1 an à Londres. Et j'ai travaillé dans une enseigne spécialisée dans l'alimentation, donc qui s'appelle Holland & Barrett et qui a une branche sportive qui s'appelle GNC, qui fait tout ce qui est complément alimentaire pour les sportifs. Et la nutrition en France, ça n'existait pas beaucoup, nutrition sportive. Hein. Ouais. Et ça fait que j'ai beaucoup appris. C'était pour les initiés. Oui, voilà, c'était les bodybuilders. Professionnels qui connaissaient bien et puis c'était très cliché. On avait l'image de produits dopants, de produits pas sains pour la santé. Enfin, c'était... Oui, il y avait beaucoup d'amalgames, les stéroïdes. Exactement. Aujourd'hui, on parle de créatine partout dans les réseaux sociaux et c'est devenu un produit tendance. Ouais. À l'époque, si tu parlais de créatine, je ne vais pas dire qu'on te mettait en prison, mais... J'étais pointé du doigt. Il triche. Ouais, complètement. Et moi, ça m'a complètement ouvert l'esprit sur la vision du sport, de la santé, de l'alimentation et tout ça. Et j'avais, par chance, rencontré quelqu'un pendant mes études qui tenait une marque de nutrition en France. Et donc, quand je suis revenu de mon expérience, je suis venu le voir et il m'a dit, écoute, Fred, j'ai besoin d'un gars aujourd'hui pour gérer mon site internet et gérer les commandes B2B. Je le regarde, je lui dis, écoute, moi, Internet, je ne connais pas du tout. Ok, je connais les compléments alimentaires, je connais la nutrition parce que j'ai travaillé dedans et puis que mon cursus universitaire était... Tu connaissais le produit. Ouais, mais voilà, site web et tout ça, je connais rien du tout. Et donc, avant de me lancer en tant que franchisé, j'ai bossé avec ce mec-là. C'était un peu mon premier projet entrepreneurial. Et j'ai géré son site internet, puis un deuxième site internet avec l'aide d'un partenaire à moi qui était lui plutôt développeur.
et qui lui m'a aidé parce que sur tout l'aspect technique du site internet, moi c'était très compliqué. Ouais. Et ça a été un peu ma première réussite entrepreneuriale, puisque le site, on a fait faire x10 au niveau du chiffre d'affaires, ça s'est super bien passé, on a structuré plein de choses. C'était il y a combien de temps ça, Frédéric? 2009, je pense, 2008-2009. Enfin, déjà à l'époque, c'était une performance de vendre sur Internet. Ouais, c'est les débuts du web, c'est un peu ça. Ouais. Ça. Aujourd'hui, ça s'est vulgarisé. Même le lambda comme moi, il peut coder. Aujourd'hui, on a plein de solutions. En plus, avec l'IA, aujourd'hui, tu as plein d'applis qui te permettent de le faire. Donc, mais à l'époque, oui, c'est un vrai challenge. Et à la fois, c'était donc l'arrivée du, on va dire, tout ce qui était e-commerce et tout ça, et puis en même temps, donc la nutrition sportive qui existait quasiment pas en France. Donc j'ai cette première expérience, et là, en fait, eux veulent lancer une enseigne en France qui existe en Pologne. Et donc, je dis, bah vas-y, go, moi j'avance là-dedans, et en fait, on part pour ouvrir les premiers magasins, et là, moi, j'ouvre le premier magasin, on va dire, en indépendant. À Cergy. À Vauréal à l'époque. Ouais, je me souviens de ton magasin. Petit magasin à Vauréal. Et là, tu l'as déplacé, il est maintenant à l'Arena Nice. Ouais, maintenant, c'est Fitness Boutique à l'Arena Nice. Et les deux autres, ils sont où? À Rouen, place Saint-Marc, c'est le centre-ville. Et après, à Amiens, Shopping Promenade, c'est un centre commercial qui est à Amiens Nord. Mais celui du 95 dans le Val d'Oise, il est à côté de l'Arena Nice. Il y a tous les magasins. Exactement. Et en fait, de cette boutique-là, après, avec les expériences, avec le travail qu'on avait fait sur cette enseigne qu'ils devaient développer en France et que tout compte fait, ça n'a pas abouti. Moi, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Fitness Boutique qui ouvrait la franchise à ce moment-là, qui était leader du marché, avec lesquels j'avais déjà eu des connexions et qui était une très belle enseigne. Et moi, surtout, de mon début de parcours entrepreneurial, je me suis rendu compte des lacunes que j'avais, des forces que j'avais, mais aussi, surtout, de ce que j'avais besoin pour grandir. Et à ce moment-là, Fitness Boutique, pour moi, c'était accompagné dans ta croissance. La meilleure opportunité que j'ai eue pour entreprendre. Ouais, clairement. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau du management, des compétences, du savoir-faire, formation, même d'un point de vue humain. Moi, à l'époque, c'était directement le PDG de Fitness Boutique avec qui j'étais en discussion. C'est quelqu'un qui m'a énormément appris humainement et professionnellement. Et puis une confrontation au terrain direct. Il faut vendre après. Ouais, bien sûr. Et tu parlais d'Internet et une question qui me vient. Aujourd'hui, comment est-ce que ton magasin il fait la différence dans un marché où on peut tout acheter et n'importe quoi sur Internet? Ouais. Alors tu fais de la vente en ligne, j'imagine? Non, même pas. En fait, Fitness Boutique, il va avoir la partie qui est vente en ligne, qui est gérée par le siège de Fitness Boutique. Et après, les magasins gèrent leur zone et la vente physique qu'ils ont, c'est ça. Si tu veux, si on prend Fitness Boutique, comment ils sont passés de la partie web à la partie magasin, parce qu'au début, c'était du e-commerce. Ah oui, ils ont fait l'inverse du coup. Exactement. Et c'est parce que justement, quand tu vends un tapis de course à 1000, 1500 euros, la personne derrière, elle a besoin d'informations, elle a des conseils, elle a besoin peut-être d'aide sur l'installation de la machine, et puis elle veut être sûre de l'entretien. Et donc, en fait, c'est venu comme ça pour eux. Donc, les demandes de SAV, demandes de suivi. Et les personnes avaient besoin de voir un tapis, avaient besoin de tester. Et donc, c'est comme ça qu'est venu les magasins. Et donc, nous, aujourd'hui, sur toute la partie vente de matériel, comme pour une voiture, on aime bien venir essayer, voir la voiture. Bien sûr, il y a un côté émotionnel dans le choix. Bien sûr. C'est pas juste rationnel, j'ai besoin de courir, de m'entraîner. Il y a quelque chose d'émotionnel, évidemment. Et puis, j'ai envie de tester la différence entre un tapis qui est à 1000 euros, un tapis qui est à 1200, 1700, 1800, 2000. Qu'est-ce qui fait la différence? Et j'ai besoin d'être sûr de mon choix. Parce que quand je le fais, chez nous, par exemple, un tapis, ça va être plutôt un achat pour 10 ans. Donc, on veut être sûr d'avoir acheté le bon matériel et pas... Et donc, ça fait que les gens ont besoin, sur toute la partie matérielle, quand même, de pas mal de conseils. Ils ont besoin de voir, de comparer, de tester la fiabilité du produit. C'est cette proximité qu'ils viennent chercher dans ton magasin. Ouais, sur toute la partie matérielle. Matériel, conseil. Et après, sur toute la nutrition, où là, effectivement, c'est partout aussi, on peut en trouver. Ça va être aussi le choix des produits que nous, on a, la disponibilité, les parfums. Et surtout, après, c'est l'accompagnement qu'on fait. Bien sûr. En fait... c'est des boutiques où nous, on connaît nos clients, on connaît leurs habitudes, on sait leur spécificité, leur conseiller les nouveautés. Lactose intolérant, gluten intolérant, des choses... C'est ça. En fait, nous, on n'intervient pas sur l'aspect diététique au sens, on va dire,
Perte de poids. Ouais, non, au sens professionnel, comme la diététicienne. Ah oui, sur, qui va faire un programme voilà. nutritionnel. Nous, on va être là essentiellement sur de la partie conseil. Okay. Après, on travaille avec des diététiciennes bien sur sûr. qui on peut envoyer tout ça. Voilà, bien sûr. Mais tout ce qui va être sensibilisation, compréhension générale, en fait, on les aide à mieux comprendre leur environnement, leurs besoins. Et déjà, pour eux, ça fait beaucoup. Donc, aujourd'hui, malgré tout, les gens ont besoin de conseils et d'accompagnement. Et en fait, quand ils viennent acheter en magasin, ils achètent à la fois aussi cet accompagnement et surtout cette expérience. En fait, ils passent un moment. Voilà, avec la plupart de nos clients, c'est des gens avec qui on partage une même passion. Donc, on va boire un café, on va discuter de son entraînement très naturellement, en fait. Et c'est pas juste une carte bleue, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Donc, il y a un vrai service derrière. Donc, tu anticipes un petit peu ma prochaine question qui était aujourd'hui, quel est le produit, la tendance ou l'innovation qui te permet de faire qui te permet de comprendre, de t'indiquer où va le secteur. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te permet de le voir, ça? Moi, je suis constamment en veille. Que ce soit sur le marché en France, que ce soit sur le marché à l'étranger, sur les tendances, les comportements. Ah oui, des consommateurs. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous, on va parler de notre marché et de ce qu'on vend, mais ça reste quand même le comportement des Français de manière générale sur lesquels on va s'appuyer et quelles sont leurs attentes. Aujourd'hui, on va dire tout ce qui est bien-être, tout ce qui est santé. On va parler aussi du côté un peu physique, esthétique, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, voilà, tout le monde fait attention à ce qu'il mange, tout le monde fait un peu de sport. Avant, c'était, je ne vais pas dire que c'était ringard d'aller à la salle de sport, mais presque. Comme on le disait tout à l'heure, c'était des hyper spécialistes, un peu bodybuilders qui allaient dans les salles. Aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde, ça concerne toutes les générations en fait. Et surtout beaucoup plus de jeunes et beaucoup plus de filles qui aujourd'hui pratiquent du sport. Okay. Aujourd'hui, selon ton expérience et le recul que tu as, est-ce que tu penses qu'un commerce de proximité comme le tien peut être encore performant en 2025 ? Justement, comme on disait tout à l'heure, en fait, il faut vraiment que le client, quand il vient chez nous, il vive une expérience unique. S'il vient, il achète son produit et il repart, autant qu'il le commande sur Internet. C'est sûr que là, l'expérience, elle est pas très utile pour lui. En fait, il faut vraiment qu'on fasse la différence sur ce qu'on apporte dans l'expérience client à nos clients. En fait. Pour moi, c'est indispensable. Et dans ta posture de franchisé, quel est ton conseil le plus cash, le plus honnête que tu peux donner à quelqu'un qui souhaite ouvrir une franchise, par exemple ? En fait, quand on est franchisé, ce qu'il faut penser en premier, c'est qu'on est indépendant. Ça veut dire qu'on ne doit pas attendre de la franchise qu'elle nous apporte toutes les solutions. Comme on le disait tout à l'heure, on est entrepreneur de base, donc on est proactif. Si on n'est pas proactif et qu'on est attentiste, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Ouais. Il faut avoir une vraie volonté d'entreprendre. Il faut vraiment créer sa valeur. Et simplement à côté, bénéficier d'un savoir-faire d'un franchisé qui va nous aider à grandir sur l'aspect peut-être technique ou. Il suffit pas juste de payer la franchise. Ça marche pas. Ça marche faut pas. Vraiment s'investir. Et j'ai envie de dire, c'est même nous en tant que franchisés indépendants qui challengeons l'enseigne souvent pour essayer de la rendre meilleure. Et il y a aussi cette envie. Ça veut dire que chaque franchisé, souvent dans une enseigne, a envie d'apporter son savoir, son expérience pour faire évoluer exactement. C'est un peu donnant-donnant, même si on reçoit beaucoup de la franchise. Et il y a beaucoup de compétences et d'expérience. Et effectivement, j'ai l'impression que ça transpire beaucoup dans l'ensemble de tes entreprises, ça. Le fait qu'il y a quelque chose de collaboratif, du partage de connaissances, du partage de savoir-faire. Moi, je l'ai vu moi, j'ai vécu tes démarrages de salle de sport, CP95. Et il y a eu une transformation que tu as opérée et c'est devenu aujourd'hui Helio Fitness. J'aimerais qu'on bascule. Merci pour Fitness Boutique. Et on te souhaite beaucoup de réussite. J'aimerais qu'on bascule sur Helio Fitness. Alors, moi, ma compréhension d'Helio Fitness, c'est un centre de santé. C'est pas juste une salle de sport. C'est une approche holistique du corps, du bien-être et du sport. Donc, sur ce sport qui est à la fois performance, mais qui est aussi le sport santé, qu'est-ce que Helio Fitness propose de plus pour des adhérents qui s'inscrivent à Helio Fitness ? Si tu veux, la particularité de nos salles de sport, c'est que
c'est comme tu le disais, en fait, on a une vision très holistique de la santé. Mais ça englobe vraiment tout. Ça veut dire que c'est aussi bien la santé physique que la santé mentale, mais aussi la santé sociale. Concrètement. Ouais, Je ça viens veut chez dire toi, que... je prends un abonnement. Alors, peut-être pas pour parler de toutes les formules, mais je prends l'abonnement le plus complet possible. Quels sont les services qui sont à ma disposition? Ce que je peux te dire et comment je peux le différencier de ce qui existe dans les salles de sport aujourd'hui, c'est que comme je te le disais sur les 3 points, c'est qu'aujourd'hui les salles de sport elles se soucient essentiellement de l'aspect physique ou mental de leurs clients. Et donc ça veut dire qu'il va avoir tout à disposition pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir se sentir bien. Mais l'élément qui est indispensable pour la santé, et on peut le prendre par exemple pour les personnes âgées, c'est qu'on a beau être fort physiquement, mentalement, mais si on n'a pas des relations sociales épanouissantes, Oui. et ben on ne peut pas être en bonne santé. Et en fait, la différence que nous, on fait aujourd'hui avec Helio Fitness, c'est que c'est le cœur de notre service. Ça veut dire que l'aspect social, les relations, l'environnement, de mettre des services qui vont aider les gens à atteindre leur objectif, et ben pour nous, c'est l'élément indispensable. Ça veut dire que nos salles, elles sont concentrées sur l'humain et sur ce qu'on leur apporte. Okay. Donc aussi bien dans l'aspect de leur entraînement que dans leur vie au quotidien. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'améliorer la vie de nos adhérents. Okay. Et pour ça, on sait qu'il ne suffit pas uniquement qu'ils soient forts, entre guillemets. Oui. Il faut qu'ils soient épanouis. Ouais. Et ça, en fait, ça passe par connaître tous ses adhérents, connaître le prénom de ses adhérents, qu'est-ce qu'il fait comme métier, la dernière blessure qu'il a eue. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Tu vois, le quotidien, c'est réellement ça. Ça veut dire que c'est des salles à taille humaine où on va être plutôt sur 200, 250 adhérents. Et en fait, chacun des coachs connaît chacun des adhérents. Et c'est vraiment notre volonté. Ça veut dire qu'on n'a pas l'envie d'avoir plein de monde dans les salles, mais plutôt des personnes qu'on est capable d'accompagner jusqu'à l'atteinte de leur objectif et pour leur rendre la vie meilleure. Parce que je pense que le plus grand mal des salles de sport aujourd'hui, c'est le turnover. C'est à la fois le turnover et c'est à la fois le nombre de personnes inscrites qui finalement ne viennent pas au bout d'un mois et demi, ne viennent plus. C'est peut-être pas un mal pour eux. Enfin, tu vois, d'un point de vue économique, c'est certainement pas un mal pour ces salles de sport. Bien sûr. Mais c'est leur modèle. Et nous, aujourd'hui, justement, c'est de proposer un modèle complètement opposé. C'est-à-dire que la plupart des salles de sport, aujourd'hui, proposent de l'accès. Et nous, on propose du service, de l'accompagnement, en fait. Nous, c'est vraiment l'opposé. Et aujourd'hui, c'est tant mieux, en fait, qu'il y ait plein de types de salles de sport différentes. Et que nous, aujourd'hui, on puisse se focaliser sur l'accompagnement de l'adhérent. Donc, c'est service versus accès. Ouais, c'est ça. Okay. Libre accès. Très bien, ça me parle. Et aujourd'hui, quel est le mythe numéro 1 autour de la remise en forme que tu combats au quotidien? Je combats au quotidien. Alors, je sais pas si nous... allez, je peux dire peut-être le prix. Le prix, c'est souvent le sujet qui peut être une contrainte pour la personne qui ne fait pas de sport et qui devrait se mettre au sport. Mais après, sur nos salles, l'avantage qu'on a, c'est que les personnes qui y viennent, elles y viennent vraiment en étant contents de venir. C'est du loisir. Donc, c'est forcément... Oui, et je reprends... Alors, c'est entre payer et peut-être investir. Exactement, ouais. Je ne veux pas te mettre les mots dans la bouche, mais si les gens viennent, ils investissent sur eux, donc ils investissent du temps, ils investissent de l'argent parce qu'il y a un résultat derrière. C'est ça. En fait, ceux qui comprennent pas l'intérêt et qui disent je vais payer une salle de sport parce qu'il faut que je me mette au sport et que c'est pas un chemin personnel en fait, qui comprennent pas ce que ça va leur apporter en termes d'équilibre ou en termes de bien-être, de santé. Pour eux, c'est pas rentable entre guillemets de payer la salle de sport. Et c'est pour ça que c'est plus facile de prendre une salle de sport pas très chère. Je suis inscrit à la salle de sport, mais tout compte fait, j'y vais pas parce que je m'engage pas en fait. Ouais, exactement. Et c'est pas engageant de payer 39,90 €. C'est comme n'importe quel type d'abonnement, ça passe tous les mois et puis on fait plus attention. On fait pas attention, il n'y a pas d'engagement personnel dedans. Et puis surtout, ça veut dire aussi qu'on comprend pas tous les bénéfices que va nous apporter l'entraînement. Alors justement, comment est-ce que toi tu concilies la performance et le bien-être dans une société où justement on veut des résultats immédiats? Là, on veut c'est une semaine que je suis là, je comprends pas, j'y arrive pas, ça marche pas. Moi, tu vois, le sport, pour moi, c'est un mode de vie. Et c'est comme ça que je le transmets, ou j'essaie de le donner à mes pratiquants ou à mon environnement.
Et effectivement, très souvent, les gens ils veulent du résultat à court terme, mais sans penser que leur état de santé aujourd'hui, il est lié à leur comportement, enfin, entre guillemets, à leurs habitudes depuis des années. Donc ça veut dire que souvent, les gens, ils ne vont pas manger très bien pendant des années, ils ne vont pas faire de sport, ils se retrouvent peut-être à prendre du poids ou à manquer de muscles ou à ne pas se sentir très bien. Et ils s'imaginent qu'en 2 jours, ils peuvent résoudre 10 ans, 15 ans, 20 ans de problèmes. Et moi on va dire dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt de les aider à comprendre que demain, ça doit devenir un mode de vie. Parce que c'est les 10, 15, 20, 30 prochaines années de leur vie qu'ils doivent chercher à améliorer, pour lesquelles ils vont se sentir mieux. Moi, je parle souvent avec des entrepreneurs, et très souvent, l'entrepreneur, il me dit « Ah, moi, j'ai pas le temps d'aller au sport, ça va me bloquer du temps sur la journée, je vais pas pouvoir faire mes devis, je vais pas pouvoir faire du business, je dois me focaliser sur mon entreprise. » C'est peut-être justement ce qu'il a besoin de faire pour se vider la tête et repartir. Se vider la tête, et même moi, je suis un peu plus cash avec eux, c'est que souvent, je leur dis « Ok, super, tu fais ça. » Et là, en fait, tu es en train de dégrader ta santé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui permet, toi, de faire du business ? Est-ce que c'est des machines ? Est-ce que c'est toi ? C'est ton travail, c'est ta santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu vas travailler dur. Ton énergie, ta santé, ton engagement au quotidien. Ok, et tu vas charbonner peut-être pendant 20 ans, 30 ans. Et puis, une fois que tu vas arriver à la retraite, tu seras tellement en mauvaise santé que tu ne vas jamais profiter de ta retraite parce que tu vas avoir des problèmes de santé. Ou même, ça se peut qu'à un moment, tu vas devoir arrêter de travailler parce que tu auras des problèmes de santé, parce que tu seras en surpoids, parce que tu auras de la tension, parce que tu ne dors pas, tu fais de l'apnée du sommeil. Ou Moi, je les vois, les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ne sont pas forcément en très bonne santé parce que c'est business. Mais aujourd'hui... Business sous stress, hein, vu la conjoncture actuelle économique en France. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va te permettre, toi, en tant que chef d'entreprise, d'être le plus productif au travail ? C'est d'avoir, toi, ta machine. Bien sûr. En meilleure santé. Si tu es en très bonne santé, eh ben, tu vas être hyper productif. Tu vas mieux gérer les situations de stress, tu vas mieux anticiper, tu vas être clairvoyant. C'est... Tout à fait. Voilà, tous les bénéfices secondaires du sport. C'est pas juste l'aspect physique, comme tu dis. C'est pas juste de l'esthétique, c'est tous les aspects... tous les avantages secondaires qu'on peut... Bien sûr. Quand j'ai une bêtise, tu fais du foot, tu reçois le ballon, tu as 2 mecs qui t'attaquent, il y en a un autre qui te demande la balle en profondeur, tu dois être capable de détecter tous les signaux et en même temps de gérer sans te précipiter pour retrouver la bonne solution. Mais en fait, ça, tu le fais au foot pendant 90 minutes. Mais si tu sais le faire à chaque fois dans une situation hyper stressante. Demain dans ton travail, ça va être beaucoup plus cool à gérer. Tu dois prendre une décision rapide. Ok, je sais faire. Et là, on parle du chef d'entreprise, mais ça peut être pour un salarié, ça peut être pour une mère de famille, ça peut être... Ça s'applique à n'importe quel profil, finalement. Complètement. C'est vraiment axé sur la qualité de vie, de façon générale. Très bien. Merci Frédéric. Ce que je te propose, on va faire une petite pause musicale. Tu peux juste nous dire ton choix, parce que c'est le choix de l'invité. Tu as donc choisi Soleil Rose de Taïro. Ok, on écoute ça. Merci Frédéric, à tout de suite. Merci pour la main que tu me tends. Merci pour le passé, le présent. Tous les jours j'essaie d'aller de l'avant. Je remercie chaque instant. Merci pour le soleil et la lune. L'éclaircie dans la brume. J'aime quand j'ai la tête dans le nuage. Je savoure l'éclair et l'orage. S'il y avait pas d'obstacle sur la route, elle serait toute tracée. Je remercie les épreuves et les doutes, autant que les victoires que j'ai gagnées. Une seule life, un livre à écrire. Y'a tout à faire, y'a rien à fuir. La vie c'est pour le meilleur et le pire. Le meilleur et le... Merci pour le soleil. Merci pour la pluie. Merci pour le rose. Les épines aussi. Merci pour le soleil. Merci pour la pluie. Merci pour le rose. Les épines aussi. Les épines aussi. Soleil se lève, allume mon cœur. Rayon rose apaise mes douleurs. L'espoir est tapis dans l'ombre. Tableau manque un peu de couleur. Merci pour le feu et pour l'eau.
trésors dans les failles, sculptés par les marques du taille. Visage qui témoigne, écoutons le vent dans les arbres. Le vacarme qui s'éloigne, embrassons tempête dans le calme. Tant que faire se fane, merci pour le soleil, soleil. Merci pour la pluie, merci pour les roses, et les épines aussi. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les roses, et les épines aussi, et pour les épines aussi. Merci pour la vie, et pour les épines aussi. RGB, votre radio locale, sur 99.2. Et nous voici de retour avec Frédéric, dirigeant d'une franchise fitness boutique, Helio Fitness et Comind Lab, dont on va parler maintenant. Frédéric, merci pour ce petit son. Pourquoi ce petit son ? Qu'est-ce qui... Déjà, j'aime beaucoup l'artiste, Taïro. Et après, c'est parce que je trouve que moi, il me parle beaucoup. Tu vois, merci pour les roses, merci pour les épines aussi. Oui. Ça veut dire que, moi, j'aime bien cette vision que, en fait, parfois, on va avoir de la chance, parfois, on va avoir un peu moins de chance. Et quand on a des choses qui sont positives, c'est aussi parce qu'il y a des choses négatives qui existent. Et si on parle d'entrepreneuriat, très souvent, on est satisfait de réussir quelque chose parce qu'on sait à quel point c'est dur. Et combien d'échecs on a eu avant de réussir. Ouais, si tu veux voir l'arc-en-ciel, il faut accepter la pluie. C'est ça. C'est ça. Ouais. Okay. On va parler de Comind Lab, si tu veux bien, intelligence collective et innovation. Alors, Comind Lab se définit comme un lieu d'échange, de convivialité et d'intelligence collective. Concrètement, comment est-ce qu'on crée un espace où les gens collaborent vraiment ? On le fait de manière désintéressée. Et je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, l'histoire de Comind Lab, elle est née d'Abdel et de moi. Donc mon associé avec qui on partageait notre vision entrepreneuriale. Lui, il est dans le domaine du courtage en assurance et moi dans le domaine du sport. Et depuis qu'on a grandi ensemble, on était à l'école primaire ensemble, au collège, au lycée. Et c'est justement un des partenaires avec qui j'ai commencé à monter des projets quand j'étais gamin. Et on a toujours eu cette vision du partage. Après, c'est peut-être je sais pas comment dire ça, mais c'est peut-être dans l'ADN culturel de Cergy et d'autant plus, on va dire, quand on est sur des quartiers multiculturels où on est beaucoup dans le partage, dans l'échange. Voilà, quand il y a un côté village, côté famille. Quand il y en a un pour un, il y en a pour 10. Toujours une assiette en plus. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, tu grandis avec des valeurs comme ça et en fait, ça devient naturel pour toi que si tu as trouvé une solution qui peut aider les autres, tu la partages. Pourquoi la garder pour toi ? Tu n'es pas plus heureux avec ton conseil. Il y a un point important là que tu soulignes, peut-être indirectement, mais c'est le fait que en tant qu'entrepreneur, on ne réussit pas seul. L'entourage est très important. Ouais, complètement. Et on va chercher du leadership chez soi, mais aussi on crée du leadership chez les autres pour mieux réussir ensemble. Est-ce que ça définit aujourd'hui ta vision des choses ? Pour moi, l'entrepreneur, c'est peut-être celui qui va être un peu en avant, celui qui va faire ou qui va avoir l'idée. Mais en fait, pour moi, c'est tout un ensemble derrière. C'est à la fois l'ensemble professionnel, c'est-à-dire les équipes avec qui on bosse, les partenaires, mais c'est aussi un environnement familial ou amical, en fait. Et comment tu gères justement le fait qu'il y ait à la fois cet espace de travail, cet espace d'idéation, mais aussi cet espace d'émotion, en fait. En tant que leader, comment est-ce que tu arrives à gérer ça ? Je suis peut-être pas le mieux placé pour ça parce que moi, le côté émotionnel, j'en suis complètement détaché professionnellement. Okay. Le seul moment où je peux avoir, on va dire, ce côté émotionnel, c'est dans le sport où je vais lâcher prise complètement. Oui. Mais sur le côté professionnel, je suis archi rationnel.
Ok. L'inverse de mon associé, qui lui est totalement émotif. D'où la complémentarité. Exactement. D'où le fait que vous travaillez ensemble. Ah, exactement. Il va avoir une idée, lui, il va être hyper joyeux, hyper content, et moi, je vais un peu casser le délire, très rationnel. Ouais, ok, mais si ça marche pas, comment on fait? Ok. Et, gestion des risques. ouais, voilà. Et c'est ce qui fait un peu notre complémentarité. Et justement, Combine Lab est né de ça. Ça veut dire que nous, en fait, depuis qu'on a tous les deux entrepris, donc nos entreprises, on les a créées en 2010, et ben, on a constamment échangé pour aller chercher. J'allais chercher chez Abdel les forces qu'il avait, et lui, il venait chercher chez moi les forces que j'avais. Et en fait, on s'est dit, putain, mais c'est génial, en fait, quand tu peux compter sur d'autres compétences pour grandir. Et on a commencé à réfléchir justement à se dire, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir un endroit où chacun vient partager sa compétence, son expertise, et que les autres puissent en profiter, en fait. Donc, c'est la genèse un petit peu du projet. Ouais. Tu as différents autres entrepreneurs qui viennent et qui louent des espaces dans tes locaux pour travailler, pour échanger, c'est ça l'idée de Combine Lab? Ouais, en fait, c'est un projet à la fois très égoïste et en même temps très inclusif. Au début, en fait, on se dit comment on crée, nous, un environnement qui va nous permettre de nous développer, de grandir. Et donc, on se dit, il nous faut des bureaux, il nous faut une salle de réunion et il nous faut un endroit pour manger parce que toute la journée, tu bosses, mais il faut aussi que tu manges, tu te reposes. Et en fait, quand on s'imagine le lieu, on se dit, mais attends, mais si le lieu il nous plaît autant et qu'il est à notre image, pourquoi on ne proposerait pas à d'autres chefs d'entreprise de mutualiser ce lieu et de pouvoir avoir des cellules et de bénéficier de l'Internet, de la cuisine, de la salle de réunion et toute l'infrastructure pour recevoir des clients et tout ça. Parce que quand on entreprend, c'est des investissements, sont lourds. Et on ne peut pas tous le faire, en fait. Et si on le partage, c'est... Puis le fait que tu sois aussi, quand tu entreprends, souvent isolé. Ouais, complètement. Donc ça, Et est-ce que tu as le sentiment que chez Combine Lab, aujourd'hui, tu arrives à créer une intelligence collective? Ouais. En fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, nous, on est totalement désintéressés. Ça veut dire que le fonctionnement fait qu'on va payer un loyer pour venir, c'est logique, pour travailler. Mais en fait, tout ce qu'on fait, les masterclass, les échanges, les réunions, les brainstorming, tout ça, c'est gratuit en fait. Et c'est même ouvert. Ça veut dire que quand on a des personnes extérieures qui veulent bénéficier de ça, nous, on les accueille volontiers. Et de la même manière, on sollicite aussi des personnes extérieures pour venir nous partager leur expérience, pour faire grandir la communauté. Donc en fait, nous, on a compris qu'en donnant des conseils aux autres, on y gagnait. Et parce qu'en fait, on partage nos expériences, même si, je dis une bêtise, j'ai 15 ans d'entrepreneuriat, parfois, je vais avoir une personne qui a 6 mois d'entrepreneuriat qui va m'apprendre plein de choses. Oui, c'est ça. Parce qu'elle a un parcours complètement différent. Et je vais voir des choses que j'aurais jamais pensé voir dans mon parcours. Il y a quelque chose de disruptif, aussi bien développé en interne à travers cette intelligence collective, mais aussi avec l'accueil de l'externe qui vient apporter aussi un petit peu de valeur. Est-ce qu'il y a... s'il y avait un point d'amélioration que tu voudrais conseiller les dirigeants aujourd'hui qui tentent justement d'animer cette intelligence collective, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire déjà? Moi, après, c'est notre vision, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut que ce soit déjà sincère. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit une de nos valeurs. Et je pense objectivement qu'il faut que ce soit désintéressé. Ça veut dire qu'il faut vraiment que ce soit du donnant-donnant et qu'on n'en cherche pas un intérêt derrière. C'est vraiment donner pour recevoir, en fait. Si jamais je te partage un tip, c'est que tu as réussi. Ta réussite, elle va me plaire, elle va me satisfaire. Tu vois, moi, j'aurais gagné parce que... Se satisfaire de la réussite des autres de façon inconditionnelle permet de créer... Et puis, ça renforce les relations, en fait, là, derrière. Est-ce qu'il y a un projet en particulier chez Combine Lab qui t'a marqué? Un projet... je sais pas. Par son impact Il y a un projet qui compte beaucoup pour nous. Et qui est même pluriel parce qu'en fait au final c'est le monde associatif. Nous dans notre espace il y a des entreprises mais il y a aussi des associations. Donc on travaille avec United qui est une association qui fait des maraudes sur Cergy et Argenteuil. On travaille avec les Virades de l'Espoir pour la mucoviscidose, on travaille avec Autisme Ensemble 95. On travaille vraiment avec une diversité d'associations et pour nous en fait ça c'était indispensable. On retrouve encore une fois, on en parlait plus tôt,
Ouais. lors de notre échange, on retrouve l'aspect social. Ouais, encore bien chez toi, sûr. là. Ouais. En fait, pour nous, c'est indispensable. Ça a du sens. Moi, quand j'ai entrepris, une des premières choses qui m'a embêté, c'est de passer beaucoup de temps à entreprendre et de me détacher de cet aspect social. J'avais justement des amis qui étaient dans l'association qui faisaient des choses et je ne pouvais pas les aider. Oui. Où j'avais le sentiment que je ne pouvais pas faire quelque chose. Et, alors que c'est vraiment une des valeurs fondamentales pour nous. Et, quand on a créé l'espace, la première des choses qu'on voulait faire, c'était qu'il y ait un emplacement réservé pour cette association. Okay. Là, je me demande, et peut-être que les auditeurs aussi se posent la même question, je dis, mais attends, il fait la boutique, il fait le sport, il fait Common Lab, il a 6 bras, ce gars, c'est pas possible. Mais j'ai plus de cheveux. Et il a plus de cheveux. je confirme, hein, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, hein, ouais, vous pouvez le voir par vous-même. Alors je me dis, mais comment tu gères, toi, aujourd'hui, ton énergie, la charge mentale aussi, entre ces 3 univers qui sont... certes, quelque part complémentaires, mais c'est quand même vachement différent. Ouais. Pour moi, en fait, l'ensemble reste le même univers. Ça veut dire que c'est du développement personnel, que ce soit physique, mental. En fait, être bien dans son corps, mais si ton esprit ne se développe pas, t'apprends pas des nouvelles choses tous les jours, tu grandis pas, pour moi, c'est une partie de ta santé qui est détériorée. Et de la même manière sur l'aspect Donc tu te l'appliques, parce que ma question c'est comment tu gères ton énergie et ta charge mentale. Ouais, moi je sais pas si je me l'applique au sens où pour moi c'est instinctif. Ça veut dire que j'ai besoin d'apprendre tous les jours, j'ai besoin de me dépenser, de faire du sport tous les jours, j'ai besoin de m'entourer tous les jours. Et quand tu disais comment on y arrive, pour moi c'est être bien entouré. C'est être bien entouré, être entouré par des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Bien sûr. Et aussi par des personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans mes équipes, la plupart des personnes qui composent mes équipes ont des compétences que moi, je n'ai pas. Très bien. Et du coup, quel est, justement, pour faire le lien entre toutes ces compétences que tu peux avoir ou tu ne peux pas avoir, tu peux ne pas avoir, pardon, quelles compétences de leadership utilises-tu, au moins une, de façon transverse sur ces 3 activités? Est-ce qu'il y en a une qui ressort plus que... Pour moi, c'est l'exemplarité. L'exemplarité. Ouais. Ok. Ouais. L'idée par l'exemple. Pour moi, c'est vraiment ma philosophie, en fait, que ce soit pour tout, vraiment. C'est indispensable, en fait. Je ne peux pas demander à quelqu'un de faire des efforts, d'améliorer quelque chose si moi, je ne lui montre pas que je sors de ma zone de confort, que je le fais aussi, que je vais l'aider à le mettre en place. Pour moi, c'est... Au service d'eux. Ouais, pour moi, c'est une relation encore donnant-donnant, et donc c'est indispensable que le dirigeant, le leader, il donne pour que les autres aient envie de donner aussi. Et est-ce que tu arrives à t'extraire de ça pour justement, parfois on parle beaucoup de micromanagement, pour éviter d'être le point de blocage et rendre tes équipes autonomes? Est-ce que tu arrives à le faire, ça? Ouais, j'ai mis du temps avant de déléguer, peut-être il m'a fallu presque une dizaine d'années. Après, j'ai eu de la chance, j'ai été entouré, moi, par mes frères qui ont travaillé avec moi. Donc, c'était plus facile de lâcher prise et de leur donner de la responsabilité. Oui. Aujourd'hui, moi, j'hésite pas dans mes équipes à chercher justement qu'est-ce qu'ils aiment faire et ce en quoi ils sont bons, en quoi ils ont des appétences, des compétences. Et en fait, de laisser chacun s'épanouir sur ce qu'il fait de bien. Très bien. Et donc de laisser le leadership à quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas du tout, en fait, sur plein de sujets, de ne pas être le leader. Parfois, être un leader, c'est aussi prendre des décisions difficiles. Et ça fait partie de la vie de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une décision difficile que tu as prise récemment, mais qui t'a fait grandir? J'ai envie de dire, on en prend tout le temps. Ouais. On en prend tout le temps. Je pourrais dire oui. Là, moi, sur un des projets, justement, il fallait faire des choix sur, on va dire, l'association, les personnes qui devaient avancer dans le projet. C'est pas évident parce que parfois, tu dois dire quelque chose à quelqu'un qui le sait, mais qui veut pas prendre la décision. Ah oui. Et donc, en fait, il faut que tu sois celui qui va lui faire prendre la décision que lui n'est pas capable de prendre. Donc, c'est toujours... tu sais que ça ne fait jamais plaisir. Non, c'est délicat. Mais tu sais aussi que c'est nécessaire parce que si ce n'est pas le cas, dans 6 mois, la situation elle est plus compliquée. Est-ce que ça fait partie des compétences du leader de demain, ça ? D'être capable d'accompagner quelqu'un à prendre une décision
sur quelque chose qu'il sait, mais dont il a du mal à trancher. Bien sûr. Le danger pour le chef d'entreprise, c'est justement de ne pas prendre de décision, en fait. C'est la responsabilité du leader de prendre les décisions, même si elles ne font pas plaisir. Oui. Parfois, il faut savoir trancher, il faut savoir prendre une décision. Pour l'intérêt global, ouais. général. Ouais. D'accord, très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu par anticipation, si tu fais une petite prospective sur ces 3 marchés sur lesquels tu es positionné, est-ce qu'il y a, est-ce que tu vois des changements majeurs à venir dans les 2, 3, 5 prochaines années sur ton positionnement? Ouais, de toute façon, nous, on est en on est en plein changement, justement. Aujourd'hui, le projet, si je prends le projet Common Lab, aujourd'hui, le projet Common Lab, c'est vraiment parce que on voit que le monde de l'entreprise, il a complètement évolué. C'est plus du tout le même. Avant, les gens faisaient 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la même entreprise. Ouais. Aujourd'hui, si les personnes font 2 ans, 3 ans, c'est déjà un long parcours dans une entreprise. Et donc, il y a constamment cette envie de changer, de faire les choses par soi-même, de créer, d'innover, d'entreprendre. Donc, la vision entrepreneuriale est vraiment beaucoup plus forte. Et comme tu le disais tout à l'heure, elle est aussi compliquée à mettre en place. Ouais. Et donc, aujourd'hui, nous, on le voit qu'il y a de plus en plus de demandes. Et donc, on s'adapte par rapport à ça sur Common Lab. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu rêves d'implanter aujourd'hui pour innover? Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler ici qui ne sont pas de l'ordre du secret Ouais, sur Common Lab, nous, on a vraiment l'envie d'être identifié comme un acteur inclusif et qui aide les personnes qui veulent entreprendre sur Cergy. Et c'est pour ça qu'on se met en relation avec pas mal d'acteurs locaux comme les Déterminés, comme la Turbine. Oui. Comme la CCI ou comme Initiative ou d'autres réseaux Entreprendre. Nous, on a vraiment cette volonté demain de tout ce qu'on a parcouru, de pouvoir le rendre accessible à plus de monde pour que les personnes qui entreprennent puissent avoir un maximum de chances de réussir. Et notamment avec cette implantation, on va dire, territoriale sur Cergy, parce qu'on a grandi ici et qu'en fait, on apprécie beaucoup notre Justement, aujourd'hui, tu es en mesure de mesurer justement l'impact que tu as sur le territoire aujourd'hui? Non, je ne pense pas que je suis en mesure de savoir exactement ce qu'on fait. Mais tout ce que je sais, c'est je me rends compte des partenariats qu'on met en place et des réussites. Comme sur les salles de sport, Elio, on travaille avec Autisme Ensemble 95 depuis plus de 5 ans. Oui. C'est une vraie réussite pour nous. Hier, j'en parlais avec un chef d'entreprise qui me disait que lui, il ne savait pas comment réagir face au handicap. Et je lui ai dit que moi, j'ai eu la chance de travailler avec l'association. Et donc, en fait, de comprendre, de découvrir, alors que ce n'était pas accessible. Ça veut dire que moi, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas d'enfants avec des handicaps dans ma classe. Oui. Et c'était un petit peu touchy, en fait. Et aujourd'hui, moi, le fait de faire ces événements-là, je me rends compte clairement de l'impact que ça a pour ces associations, pour les parents, pour les enfants. Ouais. Et pour moi, en fait, c'est surtout là-dessus que je le mesure, sur tout ce qu'on peut faire de bien en local. Ok, très bien. Parfait. Effectivement, inclusion, c'est vraiment un terme que tu utilises assez souvent. Je pense que là... ton dernier exemple illustre bien justement l'inclusion par le sport, par l'échange, par la collaboration. Très bien, merci Frédéric. Écoute, ce que je te propose, on arrive bientôt au terme de l'émission. Je vais te poser quelques questions punchline. Ouais. Et bam. Ok. Donc n'essaye pas d'esquiver. Ok. Alors, la croyance que tu veux casser. La croyance que je veux casser. Oh. Que c'est pas possible. C'est possible. Ouais. C'est ça. Pour moi, ouais, tout est possible. Ok. Le conseil que tu donnes le plus souvent. Travail. Et le troisième, travail. C'est ça. Ouais. Ok, 3 conseils. Ouais, et puis un état d'esprit positif, un mindset positif. Oui, il faut y croire. Ouais. Ok. Avec un plan, j'imagine. Ouais, ou tout simplement de la bonne volonté, en fait. Si tu travailles et tu as de la bonne volonté, ouais. Fais quelque chose que tu aimes. Ok. La phrase ou la valeur qui te guide au quotidien. C'est le dépassement. Je sais pas. Le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat,
j'ai constamment envie d'atteindre. Oui, c'est la petite, Plus. la petite répétition en plus, quoi. Ouais. On dit d'en faire 10, essaye d'en faire 11. Ouais, C'est ça? ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est le dépassement, ouais, T'as clair. raison. Ok. Le livre, l'outil ou la rencontre qui t'a transformé, à part la mienne, évidemment, Frédéric. Je dirais que si on parle d'entrepreneuriat, je parlerai donc du fondateur de Fitness Boutique. Oui. Parce que justement, son accessibilité, sa vision, moi, ça m'a fait énormément grandir. Oui. Très bien. Bon, à l'occasion, j'espère que il pourra se rendre disponible dans notre humble radio pour que je puisse l'interviewer. Elle est du côté de Grenoble, pas sûr. Elle est du côté de Grenoble. Bon, la prochaine fois qu'il passe, je crois qu'il y avait possibilité technique de faire à distance aussi avec RGB. À voir. Et ton prochain défi, Frédéric, c'est quoi? Mon prochain défi, c'est Helio Fitness. Moi, ma volonté, c'est ce qu'on a réussi à faire avec les clubs sur les 4 clubs aujourd'hui. Donc, on est sur Cergy, on est sur Persan, Chambly, Amiens et Mérignac du côté de Bordeaux. Et en fait, c'est de rendre encore plus accessible cet accompagnement qu'on fait avec nos adhérents, parce qu'on a vraiment, on voit l'impact qu'on a dans la vie des gens et on a envie de le rendre encore plus important. Très bien. Être accompagné, le faire seul, on est faire une levée. On est en train de créer quoi la franchise. On est en train de créer la franchise et l'année prochaine, Okay. on a pour ambition d'ouvrir, sur les 3 prochaines années, une quinzaine de clubs. Très bien. S'il y a des entrepreneurs ou des futurs investisseurs, ils peuvent te contacter directement. Passionnés par le sport. L'entrepreneuriat. Comment ils font pour te contacter? Ils vont sur Helio Fitness directement sur LinkedIn. Sur LinkedIn également, oui. Ouais, très bien. Ça peut être un bon moyen. Ou sinon, effectivement, sur Comain Lab. Très bien. Ouais, donc il n'y a pas d'excuse pour pas te trouver, en fait, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Merci Frédéric pour ce voyage au cœur de l'innovation, du sport et de l'intelligence collective. On en a parlé, et du leadership. On en a parlé. Voilà. On repart avec une certitude. Changer un territoire, ça commence par créer des lieux où les gens se transforment physiquement, mentalement et surtout ensemble. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, j'aime bien. Ça te va comme conclusion? Ça me va. Ouais. Retrouvez l'émission en podcast et en vidéo sur nos réseaux. N'hésitez pas à découvrir Comind Lab, Helio Fitness et Fitness Boutique à Cergy. À très vite pour un nouvel épisode de Cap Leader, les dirigeants qui font bouger le monde.